Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT breton. Au sommaire de l'actualité régionale aujourd'hui, du retard dans le versement des aides de la politique agricole commune et la FDSEA du Morbihan se mobilise. Crise au sein du conseil municipal de Guipava, 20 élus de la majorité ont démissionné. L'art-thérapie est enseignée depuis un an dans le Finistère, alors cette formation séduit-elle? Eh bien, réponse dans ce journal. Et aujourd'hui, on retrouve Jean-Michel Signor. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Julie. Et vous allez nous parler de pêche et de Brexit. Tout à fait, de Brexit avec une facture qui s'annonce très salée pour les pêcheurs bretons. Eh bien, on attend vos explications dans un instant. Bienvenue à tous dans cette édition du mercredi 23 novembre 2016. Les aides de la politique agricole commune pour 2015 et 2016 n'ont pas encore été versées pour certains agriculteurs. Ce mercredi à Vannes, des représentants de la FDSEA ont rencontré le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer. Dans le Morbihan, 52 dossiers sont en souffrance. En Finistère, 66 personnes sont concernées. Des retards de versement qui peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Franck Guéhenec de la FDSEA répond à Fanny Cocconnier. Les agriculteurs rentrent dans une dynamique de respect des règles et les nouvelles règles PAC en place sur nos exploitations et derrière l'État ne remplit pas son rôle pour apporter justement les fonds qui permettent aux agriculteurs de changer peut-être un certain nombre de pratiques, en particulier au niveau des MAE et en particulier même nos amis qui sont en bio. Aujourd'hui, les aides bio n'arrivent pas sur les exploitations. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a encore les crédits par rapport aux engagements qu'a demandé l'État qu'on comprenne nous agriculteurs? Et interpellé à ce sujet, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a assuré qu'une grande partie des dossiers seraient régularisés en décembre. Ce mercredi également, les personnels du service de pédiatrie de Lorient étaient en grève. La raison, une nouvelle organisation qui imposerait aux auxiliaires de puériculture d'assurer le ménage à la place d'un service qui était dédié à cela auparavant. Maude Cochard, infirmière puéricultrice, réagit, on l'écoute au micro de Fanny Cocconnier. La pédiatrie, on ne peut pas ne pas travailler en binôme, c'est-à-dire une puéricultrice, une infirmière avec une auxiliaire, tout simplement parce que les soins, il faut rassurer l'enfant, c'est souvent l'auxiliaire qui prend en charge ça pendant que nous on accomplit le soin, la gestion des parents. Donc tous nos soins en fait se font avec les auxiliaires. Donc l'impact de devoir faire ces sorties là, ce ménage de sorties, c'est l'augmentation de la charge de travail pour les AP, c'est du retard dans nos soins, c'est pas pouvoir forcément le faire en binôme et forcément dans des conditions aussi adéquates pour les enfants. C'est toujours plus, mais à moyen constant. À Guipava, les habitants vont devoir retourner aux urnes dans quelques mois. 20 élus de la majorité ont présenté leur démission du conseil municipal ce mardi. Brice Gourenec nous en dit plus. Pas de conseil municipal ce mercredi à Guipava. Et pour cause, 20 membres de la majorité Guipava solidaire ont déposé leur démission mardi soir. Une situation qu'ils expliquent par communiqué de presse. Cette méthode, fondée sur le collectif à laquelle nous restons attachés, a été mise à mal à partir du moment où M. Gurvan-Moelle, de plus en plus individualiste et autoritaire, est devenu sourd à la parole de son groupe. Quand on impose ses choix personnels, c'est qu'on n'a pas convaincu. Un maire séparé de sa majorité, une situation rare pour une commune, mais le divorce semblait se profiler depuis plusieurs mois. Gurvan-Moelle, le maire de Guipava, défend son bilan à mi-mandat. J'ai un bilan positif à présenter aux Guipavasiennes et aux Guipavasiens sur les priorités sur lesquelles on s'est engagé, notamment sur les finances, notamment sur la non-montée des taux d'imposition locaux et sur le mieux vivre, l'amélioration de la vie quotidienne avec un objectif clair qui est de poursuivre la mission que l'on m'a confiée. J'ai à cœur 3 choses, ma ville, le bien-être des citoyens et la mission que l'on m'a confiée de la terminer. Du côté de l'opposition qui avait échoué aux dernières élections à 21 voix près, on se refuse à tout commentaire sur les querelles de l'ex-majorité. Mais c'est l'opportunité de repartir en campagne. On va rétablir notre programme à proposer aux Guipavasiens et Guipavasiennes avec peut-être quelques ajustements qui ont pu s'avérer utiles en ces 2 ans de mandat. Voilà, il y a encore quelques économies à faire, quelques pistes de progrès et puis être à l'écoute de tout le monde et on va s'atteler à la tâche pour les prochaines municipales. La gestion des affaires courantes est toujours confiée à la municipalité en place. Gurvan-Moelle entend bien reconstituer une liste. Les Guipavasiens seront appelés aux urnes d'ici 3 mois.
C'est une première en France. Un chauffe-eau de près de 1000 mètres cubes a été inauguré ce mercredi à Brest. Ce miroir des énergies situé près de l'université et sur le réseau de chaleur urbain devrait notamment alimenter les besoins en chauffage de la faculté. L'inauguration a eu lieu ce mercredi. Un équipement très visible en plein cœur de la ville. Une raison, c'est Sylvie Mingan qui nous l'explique, la responsable de la division énergie à Brest Métropole. On est sur le site de l'université, donc c'est sur leur emprise foncière également. Donc il y a une image aussi à respecter et à véhiculer d'innovation, high-tech, et puis d'intégration urbaine, architecturale pour rendre la ville aussi plus belle. Et du coup, pour nous, c'est un élément aussi pour rendre visible finalement l'énergie, les réseaux d'énergie, les réseaux de chaleur, réseaux de gaz et d'électricité, ils sont enfouis. On n'en parle pas, ils ne sont pas visibles et c'est pour ça qu'ils s'appellent aussi le miroir des énergies. Et on parle des conséquences du Brexit sur la pêche à présent avec Jean-Michel Signor. Alors pourquoi le Brexit est-il surveillé de si près par les ports bretons ? Alors tout simplement parce que les pêcheurs bretons sont très présents dans les eaux britanniques. Ils réalisent 50% de leur activité dans la zone exclusive du Royaume-Uni. Or, le Brexit remet totalement en cause les règles du jeu jusque-là énumérées. Et on imagine que l'enjeu est de taille, évidemment, sur ce sujet. Il est même énorme, Julie. C'est ce que révèle notre reporter Flore Limantour. Cela représente 30% du poisson débarqué dans les 13 criées bretonnes. Au bas mot, le manque à gagner pourrait atteindre les 100 millions d'euros par an. Alors quels sont les types de pêche qui sont concernés ? Alors, ce sont surtout les métiers du chalut. Donc, les espèces ciblées sont la lotte, le cabillaud et bien sûr la langoustine. Un exemple pour un armement comme la scapèche à Lorient, cela représente 70% de leur activité. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochaines semaines ? Alors pour l'instant, aucun scénario n'est écrit du côté britannique, mais on sait que les Français ont une carte à jouer, parce que la France est le premier pays importateur de produits britanniques. Alors tout ça ne se réglera pas sur les quais de l'Orient, mais encore moins sur du Guilvinec, mais on peut déjà s'attendre à des discussions très difficiles et très dures du côté de Bruxelles lors des quotas de pêche. Effectivement, ce sera un dossier à suivre. Merci beaucoup pour toutes ces explications. On vous retrouve bientôt. À côté de l'important projet de ligne à grande vitesse en Bretagne, d'autres travaux sont en cours sur les axes ferroviaires de la région. C'est le cas entre Guingamp et Paimpol. Ce sont 36 km de voies qui vont être refaits. 28 millions d'euros ont été investis. Les explications avec Benjamin Bréon et Claude Prigent. Les opérations de renouvellement total de la ligne ferroviaire Guingamp-Paimpol dans les Côtes-d'Armor ont débuté. La ligne qualifiée d'historique a été créée en 1894 et n'avait pas connu de remise à neuf depuis plus de 80 ans. Les travaux doivent s'achever le 28 avril, après 8 mois de fermeture de la ligne. Pour les 36 km du parcours, tout va être changé. Rails, traverses et ballast, et jusqu'à 350 personnes vont travailler sur le chantier. Coût total annoncé 28 millions d'euros, pris en charge par la région pour près de la moitié. Le reste se partageant entre l'État, SNCF Réseau, les départements et les collectivités locales. Lors de sa remise en service le 28 avril, la ligne accueillera 5 allers-retours en TER par jour, une fréquence qui devrait passer à 6 allers-retours par jour à partir de septembre 2017. Liaison Guingamp-Paimpol sera assurée en 45 minutes, mettant Paimpol à 3h30 de Paris à partir de juillet 2017. Il y a un an, jour pour jour, une école d'art-thérapie ouvrait ses portes à Brest, un lieu rare dans la région. Aujourd'hui, 9 élèves venus de toute la France suivent les formations pour devenir animateurs ou art-thérapeutes. Des professions non reconnues mais de plus en plus intégrées dans le milieu paramédical. Camille Pochet a assisté à un cours. Art plastique en musique, ces étudiants sont en plein apprentissage. Dans leur école, 2 formations, animateur à médiation artistique et art-thérapeute. Objectif, utiliser l'art comme médiation, que ce soit pour soigner ou juste pour divertir. Cela fait 1 an que l'école est ouverte et le bilan est déjà positif. On a triplé notre effectif, on a des financements OPCA, Pôle emploi, AGFIP. Je suis en lien avec le député Jean-Luc Blenven qui soutient l'école. Je dois rencontrer le conseil régional. Donc en 1 an, je trouve que ça a été plus rapide que je le pensais. Si le métier d'art-thérapeute n'est pas réglementé par l'État, certains des élèves obtiennent pourtant des financements publics. En art-thérapie, la formation dure 2 ans et coûte plus de 10 000 euros.
Camille, elle, est élève en animation à médiation artistique. Le Pôle emploi de Brest a pris en charge 3 500 € pour sa formation d'1 an. C'est grâce à ma conseillère qui a cru dans mon projet. Bon, c'était pas gagné parce qu'il y avait déjà le financement et puis qu'elle m'avait dit qu'elle, de toute façon, elle appuierait de son côté pour que ça marche. Mais avec mon parcours de vie, c'est vrai que c'était à peu près évident que c'était le genre de choses qu'il fallait que je fasse. Les élèves et les professeurs interviennent déjà dans des maisons de retraite, des écoles et travailleront bientôt avec une association qui s'occupe de boulémiques et d'anorexiques. L'objectif des fondatrices, obtenir d'ici quelques années une inscription au répertoire national des certifications professionnelles. Et c'est le moment de retrouver votre chronique, le Tour de Bretagne en 60 secondes. Quelques 2700 élèves étaient réunis ce mercredi à Carhaix pour les championnats du Finistère de cross de l'enseignement public. Terrain lourd mais température idéale pour ce type d'exercice. Et puis il n'y a que fin juillet qu'il y a autant de jeunes sur le site de 40 000. Vous connaissez la tractophilie ? Eh ben, c'est la maladie bénigne, on précise, de ce père et de ce fils de Ploumagoire dans les Côtes d'Armor. Pépite de leur collection de tracteurs, donc, cette petite bête qui démarre à la mèche et à la manivelle et qui risque d'avoir de petites difficultés au contrôle anti-pollution. Et puis on termine avec ces images de la première édition de l'Odyssée Bretagne, raid nautique à but environnemental et éducatif autour de la préservation de l'eau. 12 sportifs, champions de France du monde ou olympiques, y ont participé dans le golfe du Morbihan et ont contribué à sensibiliser quelques 250 jeunes à leur cause. Le tout est à retrouver sur dufloconalavague.org. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h30. Bonne soirée.